Bonsoir, c'est Jacques Pradel, c'est Vous avez dit étrange. La semaine dernière, jeudi soir, j'étais à Londres. J'étais à Londres pour rencontrer les auteurs d'un livre qui suscite en Grande-Bretagne, où il vient de paraître, une polémique assez importante. Il y a eu quelques articles de journaux qui avaient filtré dans la presse française, que vous avez peut-être lu. Ce livre, on pourrait en donner la traduction française du titre, en tout cas tout de suite, Le sang sacré et le sacré Graal. Ce livre est une espèce de monument extraordinairement compliqué qui n'existe pour l'instant qu'en langue anglaise, qui sera traduit, je pense, dans 8 mois en français. Et j'avais fait le voyage de Londres pour rencontrer les auteurs et pour essayer d'apporter un petit peu de clarté sur les éléments bouleversants qu'on nous apportait dans les articles de presse. Alors notamment un livre qui tourne autour de l'histoire de Rennes-le-Château et de Rennes-les-Bains, la fameuse histoire de la Bessonnière, dont on n'a pas beaucoup parlé la semaine dernière, mais dont nous allons beaucoup parler ce soir, comme je vous l'avais annoncé, avec Jean-Pierre Deloup et Jacques Bretigny, puisqu'ils vont publier dans quelques jours un livre, Rennes-le-Château, capitale secrète de l'histoire de France, un livre édité aux éditions Atlas et dont nous reparlerons donc abondamment tout à l'heure. Et puis, j'avais fait le voyage de Londres aussi pour en savoir un peu plus sur la fameuse généalogie de Jésus que nous proposent ces 3 auteurs anglais. Je vous rappelle très rapidement de quoi il s'agissait si vous n'avez pas entendu l'émission. Pour eux, il est vraisemblable, c'est en tout cas la thèse qu'ils développent dans leur livre, mais il faut savoir aussi que ce sont des romanciers, hein. Je ne veux pas vous influencer, mais je vous le dis quand même. Donc pour eux, Jésus se serait peut-être marié, il aurait eu des enfants, et il y aurait donc une descendance de Jésus qui se serait perpétuée de siècle en siècle jusqu'à nos jours. Et jusqu'à nos jours, disent les auteurs de ce livre, un certain nombre de nos contemporains peuvent donc se réclamer de cette lignée qui se mettrait évidemment de fait au-dessus de toutes les autres lignées d'origine royale, d'origine terrienne, terrestre donc. Et puis, troisième point intéressant qu'ils développent dans leur livre, l'existence d'une société qu'ils considèrent comme secrète, qu'ils nous présentent comme une société secrète, remontant à un très lointain passé, société qui aurait existé même avant les Templiers, le prieuré de Sion, cette société existant encore aujourd'hui et dont le grand maître serait Pierre Plantard de Saint-Clair, qui est également un de mes invités ce soir et à qui je demanderai dans quelques instants de nous dire ce qu'il pense de cette émission qu'il a écoutée, vous l'imaginez, avec beaucoup d'intérêt la semaine dernière, puisque les auteurs de ce livre le présentent en fait comme un de ces fameux descendants de Jésus. Voilà, je crois que vous savez à peu près de quoi on va parler. Rennes-le-Château, le prieuré de Sion, et puis cette lignée mérovingienne. Je m'adresse tout de suite à Pierre Plantard de Saint-Clair qui a fait le chemin, qui est venu dans ce studio. Bonsoir. 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 Alors, vous êtes venu donc ici parce que vous êtes mis en cause dans ce livre, on parle de vous. Vous venez de me dire pendant qu'on écoutait la musique il était arrivé qu'on parle de vous également dans d'autres livres, peut-être en France. J'aimerais bien que vous répondiez tout de suite à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire on vous présente comme un descendant des Mérovingiens, mais également, si on suit le raisonnement des Anglais, comme un descendant de Jésus. Et puis, on parle de vous comme actuel grand maître d'une société mystérieuse, société secrète, le prieuré de Sion. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? On a prétendu à l'heure actuelle que je n'étais plus le grand maître, que j'avais démissionné du prieuré de Sion. Ce qui est absolument faux. J'ai été élu l'année dernière, le 17 janvier, et je suis toujours grand maître du prieuré de Sion. Ça, c'est un point bien déterminé. D'autre part, j'ai lu le livre de messieurs les Anglais. Et j'avoue que c'est un livre très bon. Mais tout de même, il faut avouer qu'il y a une partie de roman. Particulièrement pour tout ce qui concerne ma lignée depuis Jésus. Car comment voulez-vous qu'on puisse prouver pendant 400 ans, une lignée depuis Jésus jusqu'aux Mérovingiens? Cela me semble bien difficile. C'est surtout du roman. Donc pour vous, il n'y a aucun problème, vous ne vous présentez pas comme un descendant de Jésus et vous... Je ne suis jamais présenté comme un descendant de Jésus. Ah, d'accord. Alors voyons. Par contre, comme un descendant des Mérovingiens, oui. Exact, par Dagobert II. D'ailleurs, il existe des parchemins, les parchemins de la reine Blanche de Castille, qui prouvent d'une façon indéniable la descendance des Mérovingiens. Alors nous vivons actuellement en République, mais il y a, puisque toutes les opinions sont respectables à la base, il y a des gens qui sont les prétendants au trône de France, toujours. Mais oui. Alors où vous situez-vous, descendant des Mérovingiens là-dedans? Mais je ne prétends pas au trône, je n'ai jamais prétendu au trône, mes ancêtres n'ont jamais prétendu au trône de France. Je ne fais pas de politique du tout.
Et alors, je crois que c'était important de vous entendre dire ça dès le début de cette émission, parce que ça clarifie bien le problème, puisqu'on s'était un peu perdu là-dedans la semaine dernière. Parfaitement, et surtout au sujet de ce livre, où je vois que je suis présenté comme un personnage, au fond, qui désire arriver au pouvoir, qui désire y parvenir. Or, je n'ai aucune prétention à ce sujet, je tiens à le dire tout de suite. Alors, on a parlé du prieuré de Sion il y a un petit instant. Dans ce livre des Anglais, il est également, enfin, on laisse entendre que cette mystérieuse société très secrète serait finalement l'instrument possible d'une prise de pouvoir un jour ou l'autre. Et alors, bon, par essence, une société secrète ne parle pas d'elle, mais vous admettez que vous en êtes le grand maître. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir de ce prieuré de Sion? Le prieuré de Sion ne fait pas de politique, n'a jamais fait de politique. C'est un ordre philosophique et parfaitement libre d'idées. Ses membres sont libres de penser et d'agir comme bon leur semble. Si certains de nos membres font de la politique, nous n'y opposons absolument pas. Chacun est parfaitement libre. Et Pierre Plantard de Saint-Clair, on a l'impression quand on lit le livre de Lincoln et de ses deux co-auteurs que le prieuré de Sion est une sorte de société tentaculaire possédant des milliers de membres. Non, il n'y a que 121 membres dans le prieuré de Sion. Autrefois, jadis, il y avait beaucoup plus de membres que cela. Mais maintenant, il n'y a que 121 membres et les personnes qui font des demandes, en principe, ne sont pas acceptées. Parce que nous nous adressons aux personnes, mais ce n'est pas les personnes qui nous adressent leurs demandes pour pouvoir être membres de la société. C'est tout à fait différent. Bien. Alors bon, je pense qu'il fallait dire ça. Hein. Maintenant, c'est dit. On reviendra certainement sur tout ça en développant peut-être tout à l'heure, si vous le voulez bien. D'accord. Maintenant, je vais m'adresser à mes deux autres invités, Jean-Pierre Deloup et Jacques Bretigny, qui sortent donc dans quelques jours, dans une quinzaine de jours. Oui, c'est exact. C'est le 29 mars et le livre sera dans les kiosques, et je tiens à le préciser. Et pas dans les librairies. Et pas dans les librairies. D'accord. Et c'est un ouvrage qui se présente sous une forme d'album avec 120 photos en couleur, qui donne aux gens certainement l'envie de découvrir un peu plus ce paysage absolument extraordinaire de ce petit village de l'Aude, qui est dans le Razès, l'une des plus vieilles régions de France, tant au niveau historique qu'au niveau géographique. Alors, le titre de ce livre, Rennes-le-Château, capitale secrète de l'histoire de France. Alors, moi, je voudrais que vous nous aidiez à y voir un petit peu plus clair dans une histoire qui est extraordinairement compliquée. On va s'apercevoir peut-être que si c'est extraordinairement compliqué, c'est parce que Rennes-le-Château est une sorte de nœud, de point de croisement d'un nombre d'histoires assez considérable, et il est difficile, effectivement, comme ça, quand on débarque dans cette histoire, d'y voir clair. Il y a l'histoire de Béranger Saunière, le curé de Rennes-le-Château. Il y a un véritable problème qui se pose, c'est que cet abbé, ce curé de campagne, finalement, se met un jour à disposer de sommes considérables. Tout à l'heure, lorsque nous avons préparé l'émission, vous m'avez cité un chiffre. Vous m'avez dit que on peut dire que Béranger Saunière a dépensé de son vivant l'équivalent de 9 milliards de centimes. C'est quand même une somme considérable. C'est exact. Quand vous parlez de croisement, Jacques, je crois que vous avez raison dans la mesure où, si vous voulez, c'est un lieu de rencontre, c'est la terre des Cathares, c'est une terre qui a été occupée par les Visigoths, c'est une terre où les Mérovingiens sont venus se réfugier en 679, enfin tout au moins la branche royale, à savoir Sigebert IV, qui était donc le fils d'Agobert II, qui lui-même avait été assassiné en 679 près de Stenay, dans la forêt de Vèvres. Et il était venu se réfugier purement et simplement dans la famille de sa mère. Et sa mère était donc Gisèle, qui elle-même était la fille d'un roi wisigoth qui s'appelait Pulgar, et dont l'histoire d'ailleurs qu'on conservait la trace. Et puis alors, il faut dire que donc, dans la période plus récente, on parle de Rennes-le-Château à cause de Béranger Saunière, à cause des travaux qu'il a fait, à cause de cette somme énorme que je citais il y a un petit instant. Je sais qu'on a dit que finalement on aurait pu expliquer toute cette histoire par un vulgaire trafic de messes, mais je crois que 9 milliards de centimes pour dire des messes, c'est quand même quelque chose qui est absolument impossible. Vous savez aussi bien que moi, on a essayé de trouver des explications assez rationnelles, qui étaient à la fois le trafic de messes, la collection de timbres, la collection de cartes postales, et que sais-je encore. Je suis sûr qu'il y aura d'autres propositions à l'avenir, mais je crois que malgré tout, cette histoire est assez passionnante, sans vouloir la résumer et la réduire à quelque chose qui est assez peu intéressant et qui est un côté mesquin des choses. Alors, est-ce que vous pouvez commencer à nous raconter cette histoire? Donc, Béranger Saunière, curé de campagne, il se passe rien, et puis, brutalement, il y a une cassure, il y a quelque chose qui se passe. Quand vous dites qu'il ne se passe rien, il ne se passe rien tout de suite, tout au moins, disons, à ciel ouvert. Bon, imaginons que Béranger Saunière est un homme qui est taillé comme un colosse, une sorte d'Amoulgavard, d'aventurier catalan,
qui aurait pu faire un très solide joueur de rugby, qui arrive en 1885 dans un tout petit village de l'Aude, perdu sur un piton rocheux extrêmement escarpé, où la population est assez misérable, si vous voulez, où il ne se passe rien. Enfin, c'est le genre d'endroit que l'on aime bien parce que le temps semble s'y être aboli. En réalité, il n'en est rien. Dès que Béranger Saunière arrive donc en 85, il est contacté par la comtesse de Chambord, qui lui demande et qui lui donne de l'argent, d'ores et déjà, pour faire un certain nombre de recherches pour retrouver des documents qui ont été dissimulés dans l'église. Bien. On le sait ça, parce qu'il y a d'autres versions, il y a des tas de versions de l'histoire de Rennes-le-Château. On dit qu'un jour, en faisant des travaux dans l'église, par hasard, l'abbé Saunière tombe sur des documents qui étaient dissimulés dans un pilier de l'église. Alors, ce que vous nous dites, là, c'est pas du tout ça. Hein. Non, si vous voulez, c'est là où je diffère un peu et nous différons, Jacques Bretigny et moi-même, disons de la thèse un peu développée par les Anglais, qui aiment bien voir un peu de romanesque partout. Je crois que, si vous voulez, Béranger Saunière n'a pas eu l'idée par lui-même de faire des fouilles. Il était bien sûr au courant, si vous voulez, de nombreuses légendes, de trésors, qui d'ailleurs touchaient beaucoup plus la région de Rennes-les-Bains, qui est une petite localité à 4,5 km à vol d'oiseau, où il y avait d'ailleurs l'abbé Henri Boudet, mais nous reparlerons plus tard de l'abbé Boudet. Et donc, on lui demande de faire des fouilles et de retrouver ces documents. Pendant 6 ans ou 7 ans, Béranger Saunière va les chercher. Chaque année, il recevra des sommes très importantes. Et finalement, c'est dans le maître-autel, c'est-à-dire dans l'un des 2 piliers visigothiques qui soutenaient le maître-autel, qu'il trouve 3 documents d'importance capitale. Bon, ces documents, si vous voulez, ne sont pas du tout, comme il est dit dans le livre des Anglais, uniquement composés d'évangiles. Ces évangiles n'ont jamais existé, ils ont été forgés pour les besoins, si vous voulez, d'une émission de radio qui devait devenir elle-même un film avec Francis Blanche. Bien. C'est absolument authentifié, car si vous voulez, l'affaire qui n'était qu'un simple canular a pris une soudaine envergure et ces documents ont été déposés par la personne qui les a faites chez Maître Bocon, qui est un huissier. Donc, si vous voulez, il n'y a aucun problème, et cela, nos amis anglais le savaient très bien. Et pourtant, ils en parlent avec beaucoup de sérieux, comme ils l'ont fait la semaine dernière au cours de l'émission. Alors, je vous interromps 2 secondes, et cette fameuse phrase qu'ils nous ont citée, je vais la rappeler parce qu'elle est très belle. Il faut dire aussi qu'elle est très belle. Elle est superbe. Bergère, pas de tentation, que Poussin, Ténier garde la clé, Pax 681, par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ce démon de gardien à midi, pomme bleue. Alors, ça pourrait sortir d'un roman d'aventure. Eux disent, mais non, ça sort de documents tout à fait authentiques, trouvés par un abbé français au 19e siècle, et il y a certainement là-dedans la clé du mystère, le mystère de ce fameux secret, si je puis dire. Je ne veux pas en rajouter trop, mais c'est bien ça qu'ils nous disent. Oui. Alors, pour vous, ce texte-là a été en fait composé par Francis Blanche et d'autres. Il a été composé par monsieur Philippe de Chérizet, qui d'ailleurs l'a également écrit dans un livre que l'on peut lire à la Bibliothèque nationale, dans l'annexe de Versailles, qui s'appelle Circuit, et qui est un livre absolument antérieur à la publication des Anglais. Et d'ailleurs, monsieur de Chérizet est cité par nos amis anglais dans le cadre et dans le corps du livre. Donc, il ne pouvait ne pas... Il était dans l'impossibilité d'ignorer totalement que c'était M. de Chérizet qui était le principal responsable, si vous voulez, de ce texte extrêmement difficile à décrypter. D'ailleurs, M. de Sède a eu beaucoup de problèmes pour le décrypter à une certaine époque, et nos amis anglais, comme M. de Sède, très curieusement, sont passés par les services secrets. Ce qui ne veut pas dire, si vous voulez, que ce texte soit sans intérêt, bien au contraire. Mais disons, c'est une sorte de clin d'œil. Et ça montre que Francis Blanche faisait très bien son travail, ce dont personne n'avait jamais douté. Mais il ne faut pas donc se référer à ce texte pour trouver le mystère, la clé de Rennes-le-Château. Avant qu'on renoue le fil là où on l'a laissé tout à l'heure, c'est-à-dire autour de ces fameux documents découverts par Béranger Saunière dans un pilier du maître-autel, je voudrais avec Pierre Plantard de Saint-Clair et puis vous aussi, Jacques Bretigny, qu'on dise bien, il faut que les gens se rendent compte, ceux qui sont jamais allés sur place, que c'est comme une fantastique chasse au trésor, qu'à la suite des bouquins qui sont parus sur le sujet, il y a des centaines de personnes qui sont allées à Rennes-le-Château avec des pelles et avec des pioches. Effectivement, après la publication du livre par M. Gérard de Sède, qui s'appelait L'Or de Rennes, alors il y a une quantité de fouilleurs à Rennes-le-Château, à Rennes-les-Bains, exactement la même chose. Et alors on n'a pas hésité à fouiller partout, dans l'église, dans le cimetière. On a même fait sauter des tombes à la dynamite. Et le maire a été obligé de prendre un arrêté. De prendre un arrêté pour pouvoir interdire les fouilles. Alors c'est vous montrer donc toute la
finalement, évidemment, l'excitation qui peut s'emparer du public dès qu'il est question de trésor. Or, mes invités anglais la semaine dernière disaient que le trésor, il est peut-être plus spirituel, ou il était plus spirituel que matériel. Mais je crois que là encore, et ça c'est vrai que c'est un des éléments de complication de l'histoire, c'est qu'il y a certainement un trésor matériel et qu'il y a aussi un trésor spirituel. Exactement, oui. Alors, Jacques Bretigny et Jean-Pierre Deloup, maintenant ces fameux documents, je reprends l'histoire telle qu'on la raconte, Béranger Saunière les trouve, et puis il ne sait pas quoi en faire finalement, il va à Paris, il va, je ne sais plus, à Saint-Sulpice, je crois, pour les montrer, puis ensuite on en perdrait la trace, ils auraient disparu, etc. Et c'est pas du tout ça que vous dites. Oui, on va revenir un peu en arrière, si vous le voulez bien. Dans la mesure quand vous parlez de trésors spirituels et de trésors matériels, effectivement, vous avez totalement raison. Dans la mesure où il y a trésor spirituel, dans la mesure où ces documents sont les documents qui sont partis en mars 1244 du château de Montségur. Et si vous voulez, c'est ce qui a permis la négociation entre les assiégés cathares et les assiégeants appartenant donc aux armées de Blanche de Castille qui étaient parfaitement qui était parfaitement au courant, si vous voulez, du problème que cela posait. Donc il y a eu reddition, mais il y a eu échange. Et cet échange s'est fait sur ces documents que l'on retrouve plus tard, dissimulés par l'abbé Bigoud en 1781 dans le pilier visigothique de Rennes-le-Château et que Saunière redécouvre après qu'on lui ait demandé de le faire. Bien. Et ces documents, si vous voulez, se décomposent en trois parties distinctes. D'une part, il y a une généalogie attesté par le sceau de Blanche de Castille et portant la date de 1244. Ouais. 1244, ouais. Oui, qui est un tableau généalogique de la descendance mérovingienne depuis Dagobert II et Sigebert IV. D'accord, oui. Bien. D'autre part, il y avait trois documents. Hein, il y a un document de François-Pierre d'Aupoul. Les d'Aupoul étaient la seigneurie qui était à Rennes-le-Château, qui lui est daté de 1644, et un autre document d'avril 1695 d'Henri d'Aupoul. Ce sont deux testaments, et ces deux testaments poursuivent les généalogies précédentes. D'accord. C'est-à-dire que nous avons l'ensemble de la lignée mérovingienne jusqu'en 1695. Alors, pourquoi le rattachement à la famille d'Aupoul. C'est d'ailleurs pourquoi ces documents étaient chez les Hautepoules. C'est la question justement que je voulais vous poser. Pourquoi ces documents étaient-ils si précieux? Pourquoi est-ce qu'on aurait dépensé 9 milliards de centimes, et peut-être plus, qui sait, pour qu'un curé de campagne les exhume de son église? Quel était l'intérêt de la chose à l'époque, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, Jacques Bretigny? En 1885, quand Béranger Saunière est devenu curé de Rennes, la République, la Troisième République était balbutiante, elle avait tout juste 14 ans et elle n'était pas encore bien solide. Le candidat, le comte de Chambord, qui était le principal candidat au trône, avait renoncé à monter sur le trône parce qu'il ne voulait pas du drapeau tricolore, il voulait revenir au drapeau blanc royaliste. En réalité, c'était un prétexte, mais... il avait donc refusé. Alors il y avait donc On pensait sérieusement qu'un roi allait remonter sur le trône, et il y avait un candidat orléaniste, un candidat légitimiste. D'accord. Sans vouloir préjuger de ce que pensaient les mérovingiens, la manipulation de documents généalogiques prouvant la descendance mérovingienne, donc celle de la première race, la seule véritablement légitime, pouvait avoir une influence sur la balance politique. C'est pour ça que la comtesse de Chambord est rentrée en relation avec Béranger Saunière. Ah, on comprend mieux, parce que ce qui était donc en jeu à l'époque, c'était véritablement le trône de France, parce qu'on n'était pas sûr que la République allait continuer. Il semble que le général Boulanger, qui opérait à la même époque dans la politique, était au courant de cette histoire et qu'il a essayé d'en tirer profit. De nos jours, ça nous paraît un petit peu ridicule et vieillot, mais à l'époque, ça pouvait être extrêmement important. Le sort de l'Europe occidentale pouvait être mis en question par cette affaire. C'est là, c'est en pensant à ça que je disais, il y a un petit instant que finalement l'histoire est très simple, vue comme ça. Elle est très simple. Totalement. Et Béranger Saunière, quand il découvre les parchemins, sans qu'ils sont très importants parce qu'il y a le sceau royal de Blanche de Castille qui peut reconnaître, mais voit des textes pratiquement illisibles parce que c'est écrit en latin médiéval avec des caractères un peu effacés. Il faut donner ça à un chartiste. Alors, il s'adresse à l'abbé Boudet, son voisin, il s'adresse à son évêque, Monseigneur Billard. On lui recommande d'aller à Saint-Sulpice, à Paris, où il pourra rencontrer des chartistes distingués, susceptibles de traduire son texte. Et il monte à Paris en 1892. Il réside chez M. Hannet, qui est éditeur religieux, à côté de Saint-Sulpice, dont la famille exerce encore.
Et ils ne les laissent pas alors à Saint-Sulpice, finalement, parce que l'histoire, on pensait que ces documents aient disparu, non pas du tout pour vous. Non, il ne laisse pas les documents à Saint-Sulpice, il se les fait traduire, il fréquente un certain nombre de cercles ésotériques et hermétiques de l'époque. Vous vous rappelez parfaitement que c'était l'époque de Péladan, de Stanislas de Gaïta, de Claude Debussy, chez d'ailleurs lequel il est introduit. C'est d'ailleurs dans son salon où il fera la rencontre, disons, de Emma Calvé, qui était la plus grande cantatrice de l'époque. Si vous voulez, il y a tout un background, une sorte d'arrière-plan qui est favorable. Bon, Essonnières arrive de sa campagne, il comprend très vite. Il comprend très vite qu'il tombe sur une affaire qui est extravagante, qu'il le dépasse, mais où il a la force, si vous voulez, de ne faire confiance à personne. Et c'est là où le personnage est fascinant. Parce que le personnage de Sonnière est un personnage totalement fascinant. C'est un aventurier. Et il ne dépareillerait absolument pas un roman de Maurice Leblanc ou un serial. C'est un type fabuleux et totalement fascinant, je me répète. Et puis un petit peu compliqué aussi, parce que finalement, il ne rend pas les documents, il les a trouvés. Il les garde par-devers lui, il a compris, il sait parfaitement quelle est la valeur de la chose, et il revient chez lui. Et c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, où différentes personnes le contactent, et où il se met, si vous voulez, à toucher de l'argent de tous les côtés. C'est-à-dire, il ne joue pas le double jeu, il joue le triple, le quadruple, le quintuple jeu, mais en réalité, il joue qu'un seul jeu, le sien. Et alors, qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme intérêt, lui sinon, on soutirait de l'argent régulièrement à tous ceux qui étaient intéressés par ces documents, par le secret, etc. Parce qu'il faut dire aussi que dans l'Église, il truffe les lieux de signes symboliques également. Ah, oui. Enfin bon, il y a toute une histoire extraordinairement compliquée autour de ça. Alors là, si vous voulez, on est en 1892 et on va faire, disons, un peu de chronologie, on va revenir un peu en arrière. Bon. Ouais. Il fait donc la rencontre de son voisin, qui est l'abbé Henri Boudet, qui est un type merveilleusement cultivé, qui connaît parfaitement l'histoire de la région. Curé de Rennes-les-Bains. C'est le curé de Rennes-les-Bains, qui est donc à 4-5 km à vol d'oiseau, plus bas dans la vallée. C'est une localité extrêmement ancienne, si vous voulez, où il y avait les Romains qui s'y étaient déjà établis, et qui avaient servi de terme pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge. Bon. L'abbé Boudet a écrit un livre qui s'appelle La vraie langue celtique ou le cromlech de Rennes-les-Bains, qu'il publie en 1886, c'est-à-dire un an après l'arrivée de Sonnière à Rennes-le-Château. Bon. On pourrait croire que ce livre est codé, crypté, qu'il ne veut rien révéler. C'est absolument tout le contraire. Ce livre est effectivement codé. Enfin, tout au moins, il faut savoir le lire, et le lire selon un certain œil. C'est un livre, si vous voulez, comme le disait M. Plantard, qui est beaucoup plus anxieux de révéler que de cacher. Et en réalité, ce dont nous entretient l'abbé Boudet, en nous parlant de la langue celtique, qui était d'ailleurs à la mode à l'époque, c'est pas mal de choses. Mais la chose qui lui importe, c'est de nous parler de 12 trésors qui sont dans la campagne de Rennes-les-Bains. Bien. Et 12, on peut penser aux 12 signes du zodiaque, enfin bon... Voilà, je crois que l'abbé Boudet, d'ailleurs, associe les 12 maisons zodiacales à 12 dépôts qu'il est possible de retrouver si l'on se conforme à ces indications que lui-même a eu beaucoup de mal à retrouver. Comme l'abbé Boudet est assez conscient, si vous voulez, de l'échec sonnier, il continue à lui donner de l'argent. Il tient absolument à ce que son message demeure dans la pierre, ou soit, disons, d'une façon plus ouverte. Et pour cela, il va proposer à Sonnière de refaire complètement la décoration et la restauration de l'église Sainte-Madeleine de Rennes-le-Château, qui va payer l'abbé Sonnière et ses dépenses extraordinaires en lui disant « Vous allez faire tel genre de décoration qui va renvoyer au paysage de Rennes-les-Bains. » Et ce sera un moyen pour l'initier, selon la grande tradition, si vous voulez, du Moyen-Âge, ou de la peinture classique française, de faire passer un message extrêmement important et accessible aux gens qui sont capables de le reconnaître. Ces documents auraient donc constitué la preuve à un moment où il n'était pas impossible qu'un roi remonte sur le trône de France. Ces documents prouvaient donc qu'il y avait une lignée mérovingienne qui pouvait, elle aussi, prétendre à ce moment-là à ce trône de France. Bon. Ce qui pouvait donc être un motif, disons, comment est-ce qu'on pourrait dire, de trouble pour la branche d'Orléans, qui se présentait, elle, comme la seule digne de recevoir ce trône. Bon. Alors, ensuite, il y a des documents donc, dont on a parlé il y a un instant. Pierre Plantard de Saint-Clair, il y a également, dans ce livre des Anglais, auquel je repense ce soir, tout au long de l'émission, la fameuse liste qu'ils ont publiée, liste de personnages où on retrouve alors des gens très différents les uns des autres. Je dis tout ça un peu dans le désordre: Nicolas Flamel, Léonard de Vinci, Napoléon, Victor Hugo, Debussy, dont vous parliez tout à l'heure, et puis également Jean Cocteau et vous-même, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous étiez le grand maître de l'ordre du prieuré de Sion. Donc, cette liste-là
constituerait la liste de tous les grands maîtres du prieuré de Sion depuis les origines. Non, pas du tout. Cette liste a été publiée par des personnages qui étaient extérieurs au prieuré de Sion. Donc on a rajouté des noms, et cela ne signifie pas du tout que ces personnages étaient des grands maîtres de l'ordre. Peut-être certains ont-ils appartenu à l'ordre, ce n'est pas impossible du tout. En tous les cas, effectivement, les derniers grands maîtres, comme Debussy ou Jean Cocteau, étaient bien des grands maîtres du prieuré de Sion. Et alors le fait que vous soyez vous-même un descendant de la lignée mérovingienne permet également aux Anglais de justifier leur théorie, c'est-à-dire de dire, vous voyez bien quand même si ce sont des mérovingiens. Est-ce que ce sont toujours des mérovingiens qui ont été à la tête du prieuré de Sion? Pas du tout. Pas du tout. Non, il y a eu des personnalités tout à fait différentes, et même tout à fait opposées parfois. Parce qu'il ne faut pas penser qu'une succession donne les mêmes idées. Non, chacun a vécu dans son époque, chacun a vécu avec sa façon de penser et de voir. Il y a une grande liberté qui existe. Et il est certain que la lignée mérovingienne, je suis, je crois, le premier, n'est-ce pas, à me trouver à la tête du prieuré de Sion. D'accord. Alors je crois que c'est un point qu'il fallait bien mettre en évidence. Maintenant, Jean-Pierre Deloup, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors dans la période plus récente, on dit qu'il y a eu la guerre de 14. Oui, il y a eu la guerre de 14. Bon, il s'est passé un certain nombre d'événements. C'est-à-dire que Béranger Saunière n'a pas toujours touché de l'argent de l'abbé Boutet. Bon, il y a eu même des moments où il était quand même dans une certaine gêne et où les personnes qui lui faisaient donner de l'argent par l'intermédiaire de cours d'Europe, du fait de la guerre, ne pouvaient plus lui donner de l'argent. Les frontières étaient quand même fermées, et notamment dans la mesure où c'était quand même une guerre franco-allemande autrichienne. Bien. Et la maison d'Autriche n'est pas pour rien dans, disons, quelque argent qu'aurait touché l'abbé Saunière. Bon. Il s'est trouvé donc que Saunière n'a pas arrêté de faire le siège de l'abbé Boudet, qui soit par lassitude, soit quand même par une certaine amitié. Et je crois qu'il y a eu une amitié quand même, si vous voulez, un peu entre les deux hommes. Quoi qu'il en soit, oui, complicité est le mot exact, Jacques. L'abbé Boudet, sur son lit de mort, fait un cadeau royal. Il n'y a pas d'autre mot à l'abbé Saunière. Je crois qu'il lui donne l'endroit précis où il peut trouver encore un dépôt. Et là, nous sommes en 1915. Là, si vous voulez, on est absolument formel, et cela corrobore d'ailleurs les travaux précédents de Gérard de Sède, qui sont d'ailleurs fort estimables, je tiens à le répéter, et qui permettent, si vous voulez, de saisir la vérité. C'est-à-dire qu'à partir de 1915, l'abbé Saunière a des idées de grandeur qui sont extravagantes. Il signe un devis absolument colossal. Il était question, si vous voulez, de construire une tour de 70 mètres, de créer une route qui faisait à peu près 6 à 7 km, de faire les adductions d'eau, de mettre l'électricité, enfin, si vous voulez, des travaux. Mais pourquoi ces travaux? Parce qu'il avait eu la folie des grandeurs, ou parce qu'il y avait, je disais tout à l'heure que Rennes-le-Château est au centre d'un nombre d'histoires extraordinaires. C'est à ce moment-là où Béranger Saunière peut puiser directement dans la manne des 12 trésors, ou tout au moins dans le dépôt que lui a confié l'abbé Boutet. Voilà. C'est là le point de jonction. Bien. Mais il se trouve une chose, c'est que l'abbé Saunière meurt en 1917, et les documents, à ce moment-là, sont légués par l'abbé Saunière à l'une de ses nièces, Madame Jamme, et cette personne ne s'aperçoit absolument pas de l'intérêt que peuvent revêtir les papiers qui lui ont été légués. Et de plus, il y a, je crois, un exemplaire du magasin Pittoresque qui fait partie du legs. Ouais, il ne faut pas se moquer de cette dame, et elle était pratiquement illettrée, on ne lui a jamais dit. On ne lui a jamais donné la valeur des documents. Il faut dire aussi peut-être que l'intérêt avait baissé, non, sur ces documents, parce qu'on n'était plus à la même époque. Non, ils étaient recherchés. Ils étaient quand même mais on ne savait absolument pas où ils étaient passés. La mort de l'abbé Saunière, nous avons récupéré beaucoup de choses, mais les documents, nous ne les avons pas trouvés. Ils ont été rachetés beaucoup plus tard par 2 Anglais, et c'est seulement à ce moment-là que nous avons retrouvé la trace des documents. Donc ça, quand vous dites beaucoup plus tard, c'est dans les années 56. Je crois que c'est 55, 56, oui. D'accord. Donc c'est une histoire finalement qui part du 19e siècle, mais qui arrive très près de nous aussi. Oui, et si vous voulez, dans le temps, elle a toujours été présente d'une certaine façon, notamment par Nicolas Poussin et sa version des bergers d'Arcadie, In Arcadia Ego, qui est la devise de la maison Plantard, ce qui est attesté par les parchemins du moine Robert. Voilà, du moine Robert, du Mont-Saint-Michel en 1210. En
Alors, il a écrit beaucoup de volumes, il en a écrit, je crois, 141. Donc ce n'est pas lui qui a pu toutes les faire, ce sont les moines qui les ont transcrits après sa mort. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire alors de Rennes, Saunière? Il voulait que ce soit un lieu où viennent qui pourquoi tous ces travaux? Vous savez, je crois que là, on peut quand même rêver sur ce que voulait faire Saunière. Bon, on vivait une époque extrêmement troublée, c'était l'époque, si vous voulez, des fusillés de Verdun. La situation était, disons, assez révolutionnaire dans le monde entier. Et je crois que d'un seul coup, Saunière se prend un peu pour, disons, un personnage qui proviendrait fort bien d'un livre de Beckford. C'est un peu, si vous voulez, Vathek, avec une sorte de folie, mais de folie sur le temps. Tout est possible. C'est l'époque de Laurence d'Arabie, c'est l'époque, si vous voulez, où des royaumes s'écroulent et que d'autre part, des hommes nouveaux surgissent. Mais alors vous pensez que quoi, il aurait rêvé même de prendre le pouvoir en France? Non, nous n'allons pas jusque-là. Ça n'aurait pas été, si vous voulez, je ne pense pas qu'on aille jusque-là. Mais tout de même, il avait des idées de grandeur extrêmes. Oui, bien sûr. Et il faut dire qu'il avait eu des démêlés très importants avec l'église de Rome. Et avec l'évêché. Donc, fatalement, je ne dis pas qu'il aurait fait une religion nouvelle, mais il y avait tout de même certaines choses qu'il avait transformées et qu'il pensait bien transformer. D'accord. Il avait été véritablement trop loin dans ce domaine. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le côté des trésors, peut-être matériels, parce que ça intéresse effectivement beaucoup de monde, puis qu'il y a toujours des gens qui vont avec des palais des pioches là-bas. Du côté de Rennes, le château et de Rennes-les-Bains, ces 12 caches, alors, elles ont été vidées entièrement et de leurs trésors? Non. Ou non? Non, la réponse est non. Si vous voulez, il faut d'abord se demander quelle est la provenance de ces trésors. Je crois que d'abord, la région fournit en elle-même sa propre réponse dans la mesure où il y a eu des mines en exploitation depuis l'Antiquité, à savoir les Celtes, les Gaulois, les Romains, des recherches qui ont été faites sous Colbert, qui ont été faites sous Napoléon. Et si vous voulez, nous avons encore des exemples comme Alzone, comme Salsigne. Il y a eu là-bas, et les documents, les preuves sont absolument formelles, que les mines du Roc-Nègre, qui est un lieu près de Rennes-les-Bains, sur le territoire de la commune de Rennes-les-Bains, comportaient des mines d'or qui ont été parfaitement en exploitation. D'accord. Donc il y a déjà une part de cet or. D'autre part, il y avait des mines qui avaient été exploitées pendant tout le Moyen-Âge, qui étaient les mines d'Aurillac, qui sont à proximité de Rennes-les-Bains, qui sont d'ailleurs dans le Razès, et qui étaient exploités par les moines de Saint-Martin d'Albière, conjointement aux seigneurs de Rennes. Voilà. Enfin, exactement, c'est les seigneurs de Rennes et les moines qui se partageaient tout l'or du Razès. Bon, puis alors d'autres choses, donc des trésors. Donc, alors, il y a eu également, si vous voulez, l'or de l'exploitation fait par les Celtes. D'autre part, il y a eu quand même le pillage de Rome, qui a été fait par les Visigoths, qui ont pillé Rome, qui ont pillé Milan, avec le rôle de Saint-Ambroise, et ces trésors sont revenus, comme de même les Gaulois avaient pillé Delphes à une certaine époque. C'est ce qu'on appelait l'or de Toulouse, et tout cela est revenu dans le Razès, et n'est pas forcément au plus profond des lacs sacrés, mais à l'intérieur des mines. Et quelle est la plus superbe cachette dont on peut rêver pour abriter un trésor, si ce n'est une mine? D'accord. Surtout une mine qui n'est plus exploitée. Bien sûr. Donc, 12 caches, il en resterait encore 4. 4. Oui, mais si vous voulez, pour reprendre ce que disait M. Plantard, je crois que ce n'est ni avec la pelle, ni avec la pioche, ni avec le détecteur que l'on puisse avoir une chance de les trouver. Cela s'adresse à l'initié, il faut le savoir, et les souterrains de Rennes, qui sont d'anciennes mines, d'anciens souterrains, sont extrêmement dangereux. Si vous voulez, on ne pourra jamais empêcher les gens de vouloir y aller. Bien sûr. Écoutez, je vous remercie, Pierre Plantard de Saint-Clair, d'être venu donc ce soir pour rectifier un petit peu par rapport à ce qui avait été dit la semaine dernière. Et puis, je rappelle que Jean-Pierre Deloup et Jacques Bretigny publient donc dans quelques jours un livre, Rennes-le-Château, capitale secrète de l'histoire de France. 64 pages, je le précise parce qu'il y a 120 photos. Ça ajoutera peut-être également au mystère. Si vous voulez mener votre propre enquête, eh ben, à vous de jouer. Sans pelle et sans pioche, c'est pas la peine d'allumer le terrain.